Madame, Monsieur, bonsoir. Dialogue national. On en parle de plus en plus depuis que le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est rendu à 2 reprises en Angola. Il a échangé avec son homologue angolais qui aurait proposé une idée d'un dialogue national qui, pour participer à ces dialogues nationaux, devra-t-il se tenir où exactement, avec quel médiateur? Nous allons en parler dans cette émission aujourd'hui. On va revenir sur le sermon de Noël de Fulgence Muteba qui a parlé des accords économiques entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Les accords, selon lui, signés pour 99 ans d'exploitation minière. A-t-il dit vrai ou faux? Nous allons répondre à cette question et enfin parler des enjeux 2028. 2028, faudrait-il qu'il y ait élection ou non? Nous allons parler de toutes ces questions avec M. Mathieu Louboya. Bonsoir. Bonsoir, M. Ambroise. Monsieur Mathieu Louboya, vous êtes coordonnateur exécutif national, adjoint chargé de questions économiques et financières de la coalition de la gauche. Ce sont des nouvelles fonctions. Oui, exactement. Par rapport aux anciennes fonctions que vous occupiez au niveau de cette coalition de la gauche, dont Jean-Marc Abound est président. Exactement. Et j'en profite pour exprimer toute la gratitude à l'endroit de l'honorable Jean-Marc Abound qui a renouvelé sa confiance en ma personne, ma modeste personne, et je peux mesurer donc la portée des responsabilités qui vont surtout dans le cadre de quelle vision économique, quelle vision financière, parce qu'il n'est pas simplement question pour la plateforme. Les plateformes sont les pays en miniature, parce que l'objectif, finalement, lorsqu'on est en politique, c'est pour arriver à exercer de fonctions au niveau de l'État, des institutions publiques. Donc voilà, pour nous, c'est une ça va vous former, hein, ça va vous former à ça, justement, parce que, en quelque sorte, les partis politiques organisent aussi des gouvernements des partis. Nous avons un gouvernement qui sera mis en place d'ici là, un gouvernement de la plateforme, et c'est un gouvernement qui est presque le prototype de ce que nous voulons comme vision lorsque nous allons prendre le commande en 2028. Ces nouvelles fonctions pour vous, c'est, comme vous avez reconnu, c'est quand même une promotion par rapport aux anciennes fonctions. Peut-être que vous aviez convaincu Jean-Marc Abound pour qu'il vous élève à ces nouvelles fonctions. Je pense qu'il ne faut pas se suffire à la satisfaction d'avoir une fonction plus précédente que celle que vous occupiez avant. Le plus important, c'est de donner le meilleur de soi-même et de faire en sorte que la coalition rayonne et que la vision de son leader puisse un jour arriver au sommet de cette nation. Nous avons invité sur ce plateau pour parler du dialogue national. Certainement, votre plateforme de l'opposition, vous aviez réclamé la tenue du dialogue national. Dernièrement, on a vu le président Jean-Marc Abound tenir une conférence de presse pour dire non à ce qui se passe dans l'Est, à l'insécurité qu'il y a dans l'Est. Et il avait demandé la tenue du dialogue national. Quand vous avez vu le président Tshisekedi aller en Angola, par 2 fois, 3 fois, rencontrer son homologue rwandais et qu'il y ait cette thématique liée au dialogue qui soit évoquée, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Il faut dire que dès le début, à la sortie d'ailleurs de prison de l'honorable Jean-Marc Abound, la seule chose que nous avons toujours soutenue est que la crise que nous connaissons ne pouvait pas avoir une issue militaire. Pour résoudre cette crise que nous connaissons sécuritaire, il y a évidemment une crise politique. Nous allons peut-être aborder cette question tout au long de cette émission. Mais la crise que nous avons sécuritaire à l'Est ne pouvait être résolue que par la voie politique. Pourquoi? Pas parce que nous le souhaitions. Nous aurions voulu que le président Tshisekedi soit en mesure de faire en sorte que la rébellion soit matée, parce qu'il a évidemment ce que nous appelons des leviers constitutionnels pour mater une rébellion, protéger le pays contre les forces négatives extérieures. Mais nous nous sommes rendus compte que le régime Tshisekedi n'a pas été en mesure de nous protéger, de protéger la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale. Et pendant ce moment, les populations sont victimes de cette guerre. Et donc,
il était de bon aloi que la solution soit politique. La solution politique, ça voudrait dire dialoguer. Solution politique à la crise sécuritaire. Oui, solution politique à la crise sécuritaire, ça veut dire dialoguer. Dialoguer, et pour l'honorable Jean-Marc Abound, il était question d'organiser ces dialogues à des niveaux. Le premier niveau de dialogue, c'est au niveau international. Ces dialogues qui devraient pouvoir réunir le Rwanda et la République démocratique du Congo pour arriver à l'obtention d'un cessez-le-feu des hostilités sur terrain, de sorte qu'après, nous ayons un dialogue en interne. Il faut dire qu'au niveau international, il n'était pas exclu dans le raisonnement de l'honorable Jean-Marc Abound de faire en sorte que les autres nations qui ont été impliquées d'une manière ou d'une autre dans ce que nous connaissons comme crise sécuritaire, parce qu'il faut savoir que l'AFC a vu le jour au Kenya. Il y avait évidemment la présence des autres groupes armés qui étaient fonctionnels au niveau de notre pays. Donc ça faisait de cette crise une crise internationale internalisée. Et donc, au niveau international, mais également au niveau national. Au niveau national, parce qu'il faut reconstruire cette cohésion nationale. Parce qu'évidemment, il y a cette fragilité de cohésion, il y a cette absence de l'État dans certains coins qui permet à ce qu'il y ait ce que nous appelons un vide politique dans l'administration. Et donc, faire en sorte que le Congolais de tous bords, ceux qui ont pris les armes, et nous avons toujours condamné la prise des armes, mais c'est une évidence qu'il y a des gens qui ont pris des armes, qui sont congolais, même s'il y a une influence qui est derrière, l'influence rwandaise, qui, pour nous, devrait pouvoir être extirpée au niveau du dialogue international. Donc, extirper l'influence rwandaise qui pèse sur la rébellion, de sorte que ceux qui sont congolais se retrouvent autour d'une table avec les autres Congolais qui n'ont pas pris des armes, qui, comme nous, sont dans l'opposition non armée, la société civile dans sa diversité, ainsi que la majorité au pouvoir. Donc voilà ce qu'a été toujours les schémas de sortie des crises. Donc le premier niveau est international, entre la RDC et le Rwanda. Il faut extirper l'influence rwandaise, ce que vous appelez l'influence rwandaise sur la rébellion. Ouais. Et puis le deuxième niveau, il est politique. Il est politique. Et cette fois-là, ces niveaux réunissent évidemment les gens de la majorité, l'opposition, et c'est du mouvement armé AFC M23. Actuellement, lorsque vous observez la situation, on en est où? A-t-on déjà extirpé cette influence rwandaise sur la rébellion ou non? Bon, moi, je vais vous dire que nous sommes très réalistes dans l'analyse. Nous avons trouvé qu'il y a eu un grand problème de narratif dans le fonctionnement même du régime Tshisekedi. Et ces problèmes de narratif rattrapent à chaque fois qu'il y a un souci. On a commencé avec le processus de Nairobi, ça n'a pas marché. On est allé dans le processus de Luanda. Pendant qu'on y était, on a ouvert d'autres processus. Et je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, au niveau de Doha, il n'y a jamais eu un seul point qui a été traité. Aucun point qui a été traité. Et donc, nous nous sommes dit, nous, de la coalition de la gauche congolaise, que cette situation d'enlisement n'est pas sans raison d'être. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui profitent de cette situation d'enlisement. Et on sait les détecter. C'est le président Tshisekedi lui-même et sa famille politique. Et ensuite, c'est... Profite de l'enlisement. L'enlisement, et c'est le Corneille Nangaa avec le M23 et AFC. Pourquoi? Les raisons sont évidentes. Aujourd'hui, pendant que nous parlons, et beaucoup de Congolais ne le savent pas, peut-être certains le savent, nous sommes en pleine période de la préparation des élections. Cette année 2026 est une année préélectorale, pas automatiquement 2027, mais on commence déjà l'enrôlement au mois de février. Et nous sommes au mois de janvier. Qu'est-ce qui a été déjà fait? Rien. Il y a déjà un calendrier électoral. Évidemment, dans il y a une feuille de route de la CENI qui demande à ce que l'enrôlement commence au mois de février de cette année, évidemment, et que cet enrôlement se termine au mois de septembre. Et qu'au début de l'année 2027, nous puissions déjà passer à ce qu'on appelle les tractations sur les animateurs de la CENI. Oui, mais la feuille de route de la CENI, c'est effectivement édicté, mais en tenant compte également des cas de force majeure, comme des crises sécuritaires, par exemple. Non, vous savez, ces débats sur le cas de force majeure de crise sécuritaire ne tiennent pas. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'aujourd'hui,
il faut terminer la crise et ce n'est pas nous qui allons la terminer avec les paroles. Il y a des personnes qui doivent s'engager avec des actions concrètes. Les régimes qui ne veulent pas terminer la crise et Nanga qui ne veut pas aussi terminer la crise. Pour nous, cette crise doit terminer. Mais s'il faut parler évidemment du fait qu'on a Bukavu, Goma, qui sont sous occupation et qui font en sorte que nous n'ayons pas des élections, que ce soit une justification pour le régime Tshisekedi, cette justification ne tient pas. Je vais revenir aux enjeux de 2028. Il faut qu'on rentre d'abord. Oui, je réponds à cette question de est-ce que parce qu'il y a une crise sécuritaire que nous ne pouvons pas avoir des élections? Parce que vous l'avez quand même souligné. En 2028, en 2018, allais-je dire, nous avons eu les élections dans ce pays. Et ces élections ne se sont pas tenues à Beni. Ces élections-là ne se sont pas tenues à Butembo. Ces élections-là ne se sont pas tenues à Yumbi. Le président Tshisekedi arrive au pouvoir sans que ces portions de notre pays puissent élire ce président de la République. Minime, quand même. Attendez, minime, des contrats minimes. Attendez. Nous allons évidemment en 2023. En 2023, également, nous avons Kwamutu. Nous avons Massissi, nous avons Rutshuru. Vous n'allez pas enlever le droit à ces Congolais qui doivent élire le président de la République de ne pas le faire. Et donc, ils ont déjà créé un précédent, une jurisprudence qui fait que aujourd'hui, ces débats-là ne tiennent pas. Mais il y a aussi une autre chose. Il y a encore une autre chose. Aujourd'hui, nous avons des territoires qui sont occupés. Le président Tshisekedi se tape encore le droit de dire qu'il est légitime, qu'il a été élu. Là encore, il y a beaucoup de choses que nous allons dire autour de cette table pendant cette émission. Mais nous arrivons en 2028. Il n'y a pas des élections. Mais nous sommes dans les chaos le plus total. Parce que là, ils tombent dans l'illégitimité la plus totale et la plus absolue. Il faut attendre d'abord 2028 Attendez, pour le constater. Hein. Non, nous n'allons pas attendre d'aller nous cogner sur le mur. Nous voyons le mur là, nous venons pour nous cogner sur le mur. Non, nous allons refuser de nous cogner sur le mur. Et c'est ce que Tshisekedi devait en réalité créer, un chaos. Un chaos qui sera un chaos peut-être beaucoup plus sérieux que ce que nous connaissons aujourd'hui. Parce qu'en ce moment, nous aurons des territoires qui sont occupés, qui auront encore un autre argument pour dire, le monsieur, il n'est plus... Donc, si je vous comprends bien, il faut qu'en 2028, il y ait élection malgré l'occupation de Goma et Bukavu. Non, je vais dire ceci. Il faut qu'en 2028, qu'il y ait des élections et il faut que nous puissions baliser le chemin pour ces élections-là. À travers, évidemment, un outil qui permet à ce que la paix revienne pour que les élections s'organisent. Mais, puisque c'est une stratégie que le pouvoir a mis en place... Avec qui? Mais c'est une stratégie. Lorsqu'on ne veut pas résoudre un problème, qu'il est là, qu'il y a une solution, vous connaissez la solution et que vous refusez de solutionner le problème, ça veut dire que vous êtes dans une stratégie. En ce moment, nous n'allons pas accepter qu'il y ait prolongation. C'est comme ça que nous avons dit, sous peu, nous allons accentuer cette campagne de 2028, pas une nuit de plus, pour que M. Tshisekedi sache qu'après 2028, il n'y a pas de place pour lui. Alors, vous avez dit qu'il y a un outil. C'est quoi cet outil? C'est le dialogue? Évidemment, vous savez, nous avons organisé une marche, je dire, le 15 décembre. Cette marche avait un thème. Nous marchons pour réclamer l'arrêt immédiat des tueries et des souffrances insupportables infligées à nos frères et sœurs de l'Est. Parce que vous savez, le dialogue a été galvaudé, diabolisé. À chaque fois que vous voulez parler du dialogue, tout le monde dit « Non, ils sont en train de vouloir entrer au gouvernement ». Le président Kabounda a été très clair. Nous ne réclamons pas les dialogues pour aller au gouvernement. Nous réclamons un dialogue pour mettre fin à la crise sécuritaire et surtout pour sauver des vies humaines. Nous ne pouvons pas faire la comptabilité du sang alors que nous savons qu'il y a une solution. Et donc, les dialogues n'est qu'un moyen. Le moyen pour arrêter ces tueries, le moyen pour arrêter ces souffrances. Donc voilà les chemins que nous nous avons proposés. L'outil que nous voulons qu'il soit en exécution, c'est les dialogues. Les dialogues pour arrêter la crise qui sévit actuellement. Alors, on en parle. Qui pour participer à ce dialogue, selon vous? L'opposition, la majorité. Laquelle? Mais l'opposition, elle est plurielle. Vous savez, nous avons d'ailleurs même introduit un débat sur l'idéologie avec notre plateforme politique. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition comme corps, oui. Mais l'opposition, elle est plurielle parce que dans l'opposition, il y a des libéraux. Dans l'opposition, il y a des centristes. Dans l'opposition, il y a de gauchistes comme nous, qui sommes de gauche. Et donc, cette pluralité
de vision. C'est ça l'opposition. Elle sera, cette opposition, autour d'une table avec les autres. Évidemment, le mouvement armé AFC M23 qui a pris des portions. Aujourd'hui, la situation est totalement confuse sur Uvira, parce qu'on parle simplement de Bukavu et de Goma. Et donc, vous ne pouvez pas, on ne parle pas avec des personnes qui sont d'accord avec vous. Un dialogue, ça veut dire qu'on est en face de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous et vous estimez que vous aussi, vous n'êtes pas d'accord avec lui, qu'il faut trouver un consensus pour trouver pourquoi lui n'est pas d'accord avec vous et que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Alors, je repose une question à laquelle j'ai trouvé que vous n'avez pas répondu. C'est au niveau de comment extirper l'influence rwandaise sur le mouvement AFC M23, parce que vous souhaitez que parmi les participants du dialogue, il y ait l'AFC M23 et l'opposition non armée. En même temps, vous auriez souhaité qu'il y ait un dialogue au niveau international pour permettre au pays d'extirper l'influence rwandaise sur la coalition rebelle. Ouais. Est-ce qu'au stade actuel, cette influence est-elle extirpée ou non? C'est la question à laquelle vous n'avez pas bien répondu. Non, je ne peux pas dire que cette influence a été vraiment extirpée. Pourquoi? Parce que justement, les gens ont voulu escamoter, refuser la réflexion émise par l'honorable Jean-Marc Kabunda. Pour extirper l'influence rwandaise, ce que nous avons proposé, ce que l'honorable Jean-Marc Kabunda avait proposé, était que lorsque le dialogue est organisé au niveau international, il faudrait impliquer les organisations internationales et régionales, surtout l'ONU, pour vérifier le retrait des troupes rwandaises sur le sol congolais. Malheureusement, l'accord qui a été signé à Washington ne voit pas les choses de cette manière-là. L'accord qui a été signé à Washington, ceux qui sont allés dans les négociations ont accepté qu'il y a une force menaçante qui sont dans notre pays, qui s'appelle FDLR, et qu'il y a le M23 qui doit parler avec le gouvernement pour trouver des solutions, mais qu'il y a également ce qu'on appelle les forces défensives rwandaises. On ne dit pas clairement... Les mesures défensives. Oui, les mesures défensives. On ne dit pas clairement dans cet accord, ces mesures défensives sont au niveau des frontières, sont à l'intérieur du pays, elles sont où? C'est ça le problème. Maintenant, on conditionne la levée de ces mesures défensives par l'éradication et la neutralisation de forces de FDLR. Et c'est ça toute la problématique. C'est là où Tshisekedi doit arriver à s'en sortir. Alors, puisque vous avez reconnu que l'influence rwandaise sur l'AFC M23 n'a pas été totalement extirpée, est-ce que dans ces conditions, on peut réunir en même temps l'AFC M23 autour d'un dialogue politique? Moi, je vais être très, comment dire, être concret, ne pas être abstrait. Aujourd'hui, à Doha, il a été convenu que le gouvernement congolais parle avec d'autres Congolais. Donc, pour le gouvernement congolais, c'est une avancée. Ils ont parlé avec le Rwanda et ils ont même, dans le cadre de ce qui est discuté, dit que le Rwanda doit participer à ces discussions de Doha pour accompagner le gouvernement à parler convenablement et correctement avec le M23. Et donc, c'est pour nous déjà dépassé, puisque le schéma que nous avons proposé n'a pas été suivi totalement. Nous disons que ça a été suivi en partie parce qu'il y a eu quand même cette rencontre Kagame-Tshisekedi, il y a eu cet accord de Washington avec ses faiblesses et ses pièges. Maintenant, aujourd'hui, il faut avancer. Et avancer, il faut se parler. Puisque aujourd'hui, on reconnaît que le mouvement AFC M23, par le gouvernement, qu'il est un mouvement congolais, parce qu'ils sont en train de parler. Moi, je pense que parler d'un dialogue où ils sont appelés autour d'une table ne posera Mais en même plus... temps, vous dites qu'ils ont reconnu que c'était un mouvement congolais, en même temps, le président les appelait des pantins. Oui, c'est ça toute la contradiction narrative du régime Tshisekedi. Il y a beaucoup de contradictions. On dit une chose le matin, on en dit une autre à midi, et on finit par se contredire totalement. Les rapports des forces militaires font que ce narratif soit ainsi. Ah oui, mais vous savez, la politique ne s'improvise pas. Lorsque vous êtes à la commande d'un pays, vous avez des analystes qui analysent les enjeux, qui analysent les acteurs et qui
prennent des positions et des postures qui font qu'on ne revient pas souvent en arrière pour dire on avait dit ça et après on dit autre chose. Et ça manque cruellement. C'est en fait ce que moi j'appelle les tâtonnements. Le président Tshisekedi tâtonne beaucoup. Pour d'autres, il est très gentil, mais je pense que ce n'est pas la gentillesse qui fait ce dialogue que le pays avance. Ouais. Ce dialogue devrait se tenir où? À Kinshasa? À l'étranger? Moi, je pense selon vous? Moi, je pense que nous n'allons pas imposer. Moi, je ne vais pas ici, au nom même de la coalition, m'hasarder à dire que le dialogue doit se tenir à tel endroit, mais je pense que le dialogue doit se tenir à un endroit où les acteurs qui sont concernés dans ce qui va avoir lieu doivent convenir. Donc, nous nous mettons d'accord avec les autres si ces dialogues peuvent se tenir à Kinshasa, peuvent se tenir dans un autre pays. Mais je pense que c'est une décision qui doit être prise par consensus. Et pour la coalition de la gauche, qu'est-ce qui devait être dit dans ce dialogue? Quelles pourraient être les thématiques les plus importantes? Moi, je pense que la première... Au-delà oui, je pense que la première thématique, c'est la thématique sécuritaire. La thématique sécuritaire, il faut que la paix soit retrouvée, il faut recréer la cohésion, ça c'est ensuite ça, parce que lorsqu'il n'y a pas de cohésion, ça devient une crise politique, parce que les gens parlent toujours de la crise sécuritaire, mais le manque de cohésion est une crise politique très grave. Il faut ensuite aborder aussi les questions de crise politique autour de ces dialogues-là, pour baliser le chemin des élections de 2028. Alors, les gens vont dire, mais non, il s'agit simplement de la crise sécuritaire. Il n'y a pas de crise politique. Non, il y a des questions de crise politique. Il y a la question qui repose essentiellement sur la légitimité du pouvoir. Pouvoir, le régime Tshisekedi, dans le cadre évidemment de ce que nous avons connu comme processus électoral en 2023. Il y a eu des observateurs qui ont pu constater que lors des élections, il y a eu des bureaux de vote qui n'ont jamais ouvert. Ensuite, il y a eu des élections qui se sont étalées sur 7 jours, ce qui est totalement illégal. Et il y a eu, nous le savons, moi et vous, nous avons suivi à la télévision, le président de la CENI a indexé des personnes qui avaient des machines à voter. Curieusement, ces gens sont devenus des sénateurs par la suite, il n'y a jamais eu de procès. Ça crée vraiment ce que moi j'appelle un problème de fragilité du pacte social, mais un problème également de ce que j'appelle la faiblesse de l'état de droit. Quand il y a fragilité du pacte social, quand il y a faiblesse des démocraties, c'est ça même le cœur de la crise politique. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le rétrécissement de l'espace démocratique. Lorsque aujourd'hui vous allez sur les réseaux sociaux, vous regardez comment on attaque les gens, vous regardez l'intolérance. Aujourd'hui, la santé du débat public pose un problème sérieux. Aujourd'hui également, ce qu'on appelle le traitement de la contradiction. C'est un sérieux problème. Ceux qui sont en face... ne supportent pas la contradiction. Non, ceux qui sont en face ne supportent pas la contradiction, ne supportent pas le raisonnement. Et donc il y a de ce fait des arrestations arbitraires qui sont vraiment assimilées des arrestations pas justifiées, selon vous? Pas toujours justifiées. Vous savez, quand quelqu'un est au pouvoir et qu'il veut manipuler les choses, il peut le manipuler à sa guise. Et donc, on fait des arrestations qui sont très assimilées à ce que moi j'appelle des enlèvements. On refuse le marche pacifique, même lorsqu'on informe l'autorité qui doit protéger. On blesse des leaders politiques. C'était le cas de l'honorable Jean-Marc Kabound. On attaque à Kanlouka. On attaque les gens avec des machettes. Pour lui, en tout cas, tout le monde avait condamné le fait qu'il soit blessé dans une zone crânienne. Oui, on attaque des gens avec des machettes. On organise des milices. Et ce qui est plus grave, ces milices parfois, et très souvent se réclament de gens qui sont au pouvoir. Vous savez que nous avons porté plainte contre M. Samuel Mbemba, parce que... Le ministre des Droits Humains. Le ministre des Droits Humains de son État. Vous imaginez le ministre des Droits Humains organiser une milice qui doit faire de menaces de mort contre un leader politique de l'opposition politique. Et ça pose un problème. Les rétrécissements de l'espace politique ou démocratique, c'est une crise politique. Mais il y a aussi l'instrumentalisation de la justice. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce monsieur Tshisekedi qui l'a dit. Il dit que la justice est malade. Lorsqu'une justice est malade, ça veut dire que c'est une justice où il y a des règlements de compte. Et quand il y a des règlements de compte,
on connaît ce qu'on appelle l'invalidité du contrat social. Autant pour la CENI, quand nous avons eu la CENI, la Cour constitutionnelle, le consensus n'a jamais été trouvé, les arbitres n'ont jamais été naîtres. Et donc, toutes ces questions sont des questions politiques. Et on ne peut pas aller aux élections, nous les disions déjà à l'époque, sans que toutes ces choses soient abordées, de sorte que les chemins soient balisés pour que le meilleur d'entre nous gagne ces élections. Et nous pensons que le meilleur d'entre nous sera l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound. Ah, ok, vous y croyez, que ce soit lui? Fermement. Alors, mais on dit que Tshisekedi, le président Tshisekedi, n'est jamais opposé à un quelconque dialogue. Vous savez, les enjeux politiques ne sont pas de coquilles vides, ne sont pas des abstractions, c'est des choses réelles. Mais les enjeux politiques sont portés par des acteurs politiques. Les acteurs politiques, quand ils ne sont pas très compétents, qu'ils ne sont pas sincères, ça pose évidemment de problèmes. L'histoire récente prouve que M. Tshisekedi tient rarement parole. Ah bon? Ah oui, l'histoire récente. Vous savez, lorsque le président Tshisekedi est en campagne électorale, il dit que lorsqu'il arrive à la tête du pays, il va résoudre la crise sécuritaire et pour lui, il va installer ce qu'on appelle l'état-major où il sera lui-même présent à l'est du pays. Là, il est un candidat à la recherche des suffrages. Ah non, c'est-à-dire qu'il était en train de nous tromper. Dans ce que nous avons compris par la suite. Mais quand il est réélu, il devient un homme d'État qui réfléchit sur les moyens de sa politique. C'est un mensonge. Les promesses électorales, c'est sur cette base-là que les acteurs politiques sont jugés. C'est des promesses qu'il faut tenir pour être réellement franc et sincère dans une démarche politique. Ensuite, il nous a parlé d'une jeunesse qui doit trouver du travail et tout ça. Ensuite, il dit lui-même que l'État n'est pas là pour créer de l'emploi. Il a dit qu'il ferait de ce pays l'Allemagne d'Afrique. Il a dit l'Allemagne de l'Afrique, c'était un état d'esprit. Est-ce que vous ne l'avez peut-être pas mal compris? L'État ne crée pas d'emplois, l'État permet aux entreprises, aux privés, en leur fournissant le moyen, en allégeant même évidemment, ce n'est pas ce qu'il disait. C'est-à-dire qu'il disait en fait aux jeunes, il ne faut pas trop espérer à ce que je vous avais dit l'autre fois. Il n'était pas en train d'expliquer ce que vous expliquez. Ça c'est votre interprétation. Il n'était pas en train d'expliquer que nous allons créer les conditions pour que les gens viennent créer les emplois. Moi, j'aurais accepté qu'il parle de cette manière. Je vous avais dit que les emplois seront créés. Mais ce n'est pas l'État qui va les créer. Nous créerons les conditions, vous verrez ces emplois être créés. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Et donc, c'est toute cette contradiction dans un acteur politique qui crée le doute dans ce qu'il pense. Parce que vous savez, dans ce pays, c'est pas la première fois que nous avons un dialogue. Vous savez, c'est depuis toujours. Et le dialogue n'est pas une mauvaise chose comme les gens pensent. Lui non plus n'y est pas opposé, mais vous dites que vous ne croyez pas... Oui, le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup d'errance diplomatique. Il y a eu la création de ce que moi j'appelle un labyrinthin où lui-même s'est perdu dedans. Il a construit ça. Il s'est perdu dedans. Et les gens qui viennent, ils risquent aussi de se perdre parce que lui-même s'est perdu dans ce labyrinthin qu'il a créé. Alors le problème, c'est quoi? Le problème, c'est lui-même. À l'époque de Mobutu, on crée ce qu'on appelle la conférence, je crois, constitutionnelle, où Mobutu cherche à maîtriser les gens dans le dialogue. Je pense que c'est ce que Tshisekedi devait faire. Et il avait dit, je vais faire un dialogue comme je le souhaite. Pas comme les gens le veulent. Ouais. Mais c'est ça quel dialogue? Les dialogues, on le fait avec des gens qui sont contre vous. Il ne faut pas chercher à créer une situation... Oui, mais il y a des enjeux géopolitiques. Peut-être c'est de ça dont il parle. Non, les enjeux géopolitiques. Non, les enjeux... Ceux qui ne sont pas dans les institutions ne comprennent peut-être pas ce que lui a compris. C'est les données qui sont à sa disposition. Mais quelles sont les données qui sont à sa disposition? La guerre à l'est de la République. L'agression rwandaise. Non, vous savez, l'agression rwandaise, même quand je suis le président Tshisekedi, dit vous devez condamner pour rassurer que vous êtes nationaliste. Non, je pense que c'est un débat qui ne devrait pas avoir lieu. Une agression est une agression, on doit la condamner. Et je pense que beaucoup des acteurs politiques l'ont fait. Mais ce n'est pas ça qui fait arrêter une guerre. Ce n'est pas en disant que c'est le Rwanda qui nous attaque.
et la guerre s'arrête. Pas qui fait arrêter, mais qui rassure le pouvoir qu'ils sont nationalistes, on peut dialoguer avec eux. Non, on n'a pas besoin d'être d'accord avec Tshisekedi pour dialoguer avec lui. Nous devons être opposés pour dialoguer. En fait, il ne faut pas que les gens pensent que pour aller dialoguer, nous devons nous entendre avant. Non. Les dialogues, on le fait, on ne s'entend pas. C'est quand on vient au dialogue qu'on va s'entendre. Donc il ne faut pas qu'on crée une situation, non, les gens doivent d'abord faire ceci pour qu'on aille au dialogue. Non, les dialogues, on y va, on ne s'entend pas. Et on en ressort en train de rire, de se taper à l'épaule, on a trouvé des solutions. Voilà, c'est ça les dialogues. Alors, avant qu'on ne chute sur cette question, il y a cette question liée aux accords. Ouais. Aux accords de Washington, il y a un sermon de Noël qui a fait parler de lui, c'est celui de Fulgence Moteba, archevêque de Lubumbashi, qui a parlé de 19 ans. Non, 9 ans. Non, qu'est-ce que je dis 99 ans. Je voulais parler comme un francophone, en fait. Alors, 99 ans, 99 ans d'exploitation minière en RDC, est-ce que c'est vrai ou faux selon vous? Je ne veux pas répondre par vrai ou faux, mais je vais réfléchir. Et c'est ce qui commence à manquer dans les débats publics. Moi, je ne sais pas. Il faut faire très attention. Le débat public est devenu ennuyant, des attaques personnelles, des injures et des insultes. Nous sommes dans un pays qui veut émerger et donc on doit accepter la réflexion. Est-ce qu'il a dit vrai? Est-ce qu'il a dit faux? Je vis le ministre de la Communication dire « c'est un mensonge ». Nous avons l'accord là-bas. Cet accord est là, il faut d'abord qu'ils lisent cet accord. Autant pour ceux qui ont critiqué l'accord de manière viscérale ou qui l'ont quand même critiqué en étant rationnel. Nous, lorsque cet accord a été signé, l'honorable Jean-Marc Kabound a dit « c'est un pas vers la paix ». Mais c'est un pas qui est insuffisant. Mais également que cet accord comportait de pièges. Okay. Ah oui, ça, il faut qu'on se le dise. Il ne faut pas qu'on se lève. Mais le prélat catholique n'a pas simplement parlé du délai. Le prélat catholique a parlé également de l'absence du débat. Parce que quand il dit qu'on vous prend vos minéraux, ces personnes qui sont sur le minerai, qui ont leur vie là-bas, on n'a pas demandé leur avis. Okay. On est allé directement signer deux choses. Donc c'est des aspects. C'est le fait qu'on n'a pas demandé l'avis. L'absence de débat. C'est ça. Au niveau du Parlement congolais, par exemple. Par exemple. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu un débat et qu'on n'en veut pas. Mais on multiplie ce que j'appelle des points de presse. Non, on ne devrait pas avoir des points de presse. On devait avoir un débat contradictoire entre Congolais sur l'accord. Parce que ça concerne quand même le minerai qui sont le première ressource de ce pays. Les minerais peuvent s'épuiser. Les ressources, ce ne sont pas inépuisables. Elles sont épuisables, justement. Elles sont épuisables. Les générations futures n'auront pas les mêmes enjeux que les nôtres. Et donc, on ne peut pas prendre des décisions de ce genre sans refuser qu'il y ait débat national. Pourquoi on ne veut pas qu'il y ait débat national? Et donc, je reviens sur l'affaire du délai. Il faut savoir que cet accord a deux volets. Le volet politique, c'est qu'il faut trouver la paix. Lorsque Tshisekedi arrive chez Donald Trump, il vient avec l'idée de dire « j'ai des minéraux, mais mon pays est agressé. Mon pays est agressé, les minéraux sont là. Prenez ces minéraux, que nous soyons en paix, dans la mesure du possible que le peuple puisse se retrouver. » Donald Trump l'a dit un peu en ces termes. Ouais, c'est un peu ça. Ils m'ont supplié, venez prendre les minéraux. Venez prendre les minéraux. Pour que vous soyez notre bouclier contre le Rwanda, qui prend ce minerai comme ça. Mais vous savez ce qui s'est passé? Le président des États-Unis d'Amérique a dit non, nous n'allons pas faire comme tu veux. Nous allons appeler celui qui t'agresse. Nous allons également l'intégrer dans le côté économique de cet accord, par le cadre économique d'intégration économique régionale, pour que toi, dans ton pays, tu as le minerai, et c'est là où il y a la guerre, mais tu ne créeras aucune entreprise et industrie de transformation dans ton pays. Tu devras simplement prendre ces minéraux, le donner à l'agresseur, qui le prend, lui il le transforme, et donc la valeur ajoutée est là-bas, et lui, il va
envoyer vers... Et c'est ça les deals économiques. Mais quand vous le dites comme ça, les gens pensent que il ne faut pas suivre le français de Mouyaya, un français pendant 22 heures. C'est ça l'accord, c'est ça l'accord, c'est ça l'accord. Donc le français là n'explique pas... N'explique pas comme ça. Quand vous expliquez, parce que si vous expliquez à une... Et c'est que vous expliquez, vous l'avez trouvé où? Mais c'est dans l'accord. Les mêmes accords qu'il brandit, c'est ce que cet accord dit. Parce que cet accord, il a des pages. Si vous donnez ça à quelqu'un qui est au village, à Kouamoutou, dans nos villages reculés, qu'est-ce qu'il en sait? Si je lui explique comme ça, il comprendra. Et 99 ans? Il est 99 ans maintenant. Vous savez, dans les théories institutionnalistes, il y a ce qu'on appelle les obligations implicites. Tout n'est pas toujours dit dans les accords. Mais il y a toujours des lois qui accompagnent les accords. Ouais. Il y a des annexes et des cadres juridiques qu'on peut lire pour comprendre l'accord un peu plus lisiblement. Ouais. Dans notre pays, lorsque vous lisez la loi foncière, il y a ce qu'on appelle les crédits de bail amphithéotiques, qui est de 25 à 50 ans. Mais on dit renouvelable. C'est-à-dire, on peut arriver à 50 ans, on renouvelle. Or, les États d'Amérique ne mettront pas de moyens ici. Ce sont les sociétés privées américaines qui mettront de l'argent ici, qui devront chercher la sécurité. Autant quand vous suivez les débats sur ce qui se passe au Venezuela, lorsque le président... Là, vous ne voulez pas, vous n'êtes pas en train de philosopher là. Non, je ne suis pas en train de philosopher, je suis en train de raisonner et nous devons raisonner. Oui. Lorsqu'on vient construire le corridor de Lobito, lorsqu'on doit construire des infrastructures minières pour recevoir de l'argent, pour gagner, il y a le temps d'investissement. Pour des infrastructures lourdes, ça peut aller à 50 ans. Et après, 50 ans, on n'a pas besoin de gagner. On a besoin de gagner. Et vous vous arrêtez seulement à 99 ans. Non, pourquoi pas 100 ans? Je veux vous dire. Pourquoi pas 80 ans? C'est ce que j'ai dit. Pourquoi pas 95 ans? Seulement 99 ans. Pour un pays qui est allé prendre Maduro chez lui, qui est en partenariat avec lui, nous pouvons aller au-delà de ça. Et c'est ça la crainte du prélat. Est-ce que ce n'est pas une désinformation, une intoxication? Non. Ce n'est pas une désinformation. C'est un raisonnement d'un Congolais. Une manipulation? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'aimerais bien que les débats soient au niveau où on est au Parlement, il y a des arguments, nous suivons ces débats. Ça sera très intéressant. Mais lorsqu'on vient dans une conférence de presse, et vous savez, ces conférences de presse, les journalistes parfois sont appelés à ne pas poser d'autres questions. J'ai déjà vu ça, comment ça se passe. Un journaliste en train de poser la question, on dit non, votre question là, tout ça. Mais ça ne pourrait pas se passer lors d'un débat public où les arguments seront poussés, où ces gens devront se défendre. Mais pourquoi au Rwanda, cet accord a été présenté chez eux? Pourquoi chez nous, il n'y a pas eu de débat? Moi, mon problème, c'est qu'il n'y a pas eu de débat. Et que ces débats-là, comme il n'a pas eu lieu, les interprétations vont aller dans tous les sens. Et c'est vrai. Mais le Rwanda, c'est quand même pas un pays démocratique. Non, je ne suis pas dans cet aspect démocratique. Régime autoritaire, je suis pas dans totalitarisme. Je suis pas sous le volet démocratie. Oui, mais le fait que l'accord soit passé au Parlement rwandais, dans ce contexte-là d'un régime autoritaire... Et c'est ce qui empêcherait... Il n'y a pas un débat, il n'y a pas un débat démocratique sur l'accord. Non, ça empêcherait évidemment que comme cet accord est passé au Parlement rwandais... Non, parce que vous le prenez comme exemple. Non, je dis simplement qu'on aurait eu un débat. Okay. Comme ça l'a été, je ne sais pas dans quel contexte au Rwanda, mais on a quand même appris que c'est allé vers leur Parlement. Les considérations d'ordre de qualité de ce qu'il y a eu comme débat, moi je n'entre pas dedans, mais je me dis que nous avons un Parlement, nous avons un peuple. Vous savez, même dans le contrat le plus élémentaire, parce que c'est un contrat de haute portée, ce qui a été fait, ces cadres-là, déjà avec des contrats miniers, on associe la communauté locale. Oui, vous savez, avec la loi minière que nous avons, le code minier. Mais ici, il n'y a pas un débat. On dit qu'on va venir investir. Combien d'argent qui seront investis? Il fallait qu'il y ait un débat. Et c'est comme ça que je dis que cette idée... Les experts de deux pays vont travailler là-dessus. Non, cette idée... Et au fur et à mesure, la population sera informée. Non, cette idée d'aller signer à Washington a été prise pendant que les villes tombaient. Je pense que la motivation première était, non, le régime ne doit pas tomber.
Et on n'a peut-être pas eu beaucoup de temps de se poser beaucoup de questions. Le régime ne devrait pas tomber. Ah, bien sûr. Pas le pays ne devrait pas être livré à l'ennemi. Mais vous savez, Parce que ces débats-là, Fulgence Mouteba parlait du régime et non du pays. vous savez, ces débats-là, le pays, il appartient aux opposants, aux gens qui sont dans la société civile et à ceux qui dirigent. Oui. Le pays nous appartient à tous. Maintenant, regardez là où... La protection relève de la responsabilité de ceux qui dirigent. La protection Plus. relève de la responsabilité de ceux qui dirigent. Mais lorsqu'il tombe, il n'y aura jamais un vide. Il y aura simplement un recul démocratique, mais il y aura un autre régime qui va s'installer. Et ce régime qui va s'installer, le pays va rester. Oui, mais ce régime qui pourrait s'installer dans Non, un autre je vous fais d'aliénation nationale à un voisin, je vous fais d'abord... c'est dangereux dans ce cas. Je vous parle d'abord de la structuration de la problématique. Parce qu'on veut faire croire que lorsque les gens ne sont pas d'accord avec la manière de procéder de M. Tshisekedi, ils ne sont pas patriotes. Non. Okay. Nous sommes contre l'agression, mais nous pouvons dire que nous sommes contre la manière dont Tshisekedi procède pour gérer les problèmes. Et quand on les dit, les gens ont l'impression que nous ne sommes pas patriotiques. Non. Nous pouvons dire que nous sommes contre l'agression, mais analyser que c'est cette agression qui lui a fait agir comme ça. Okay. Nous restons intellectuels. Nous voyons dans quel contexte, parce qu'il ne l'avait pas fait avant que le ville tombe. Il était au pouvoir, il ne les faisait pas. Mais il a besoin de cette cohésion, on va terminer peut-être par là, il a peut-être besoin de cette cohésion, être soutenu. Alors, vous auriez voulu qu'il y ait une contrepartie pour lui donner cette cohésion? Non, moi je pense que la cohésion ne sera qu'un produit du dialogue. Que M. Tshisekedi arrête de chercher la cohésion nationale en dehors du dialogue, parce que lui-même est un acteur dans ce que nous connaissons comme crise. Il y a ceux qui pensent qu'il a mal fait les choses. Il peut bien être le chef de l'État, mais ce n'est pas un saint. Il est en train de diriger, il peut commettre des erreurs de gestion, et cette gestion peut être critiquée. Merci. Et donc, il doit accepter que ceux qui critiquent lui disent en face, autour d'une table, pourquoi ils sont en train de critiquer, puisqu'il est en train de rechercher la cohésion. Un mot de la fin pour aujourd'hui, on a fini? Le mot de la fin, je pense que le peuple congolais, beaucoup ont fêté sans salaire. Le peuple congolais vit dans l'insécurité la plus noire. Cette insécurité n'est pas simplement à l'Est, elle est plus atroce à l'Est, mais elle s'accentue même dans les encablures du Palais des Nations. Quand je dis ça, ça veut dire dans les encablures de Kinshasa, parce qu'à Kinshasa, il y a une milice qui se développe, la milice Mobondo qui tire. Mais également, il y a quelque chose qui se passe à Kinshasa. Des assassinats, des enlèvements. On a tué récemment un jeune qui a cru au Congo, qui est venu investir vers Mbakana, 2 d'ailleurs, qui ont été tués. Un professeur qui est celui qui donne le savoir, a été assassiné lâchement, et on nous dit qu'un policier était impliqué puisqu'il y avait une police tout simplement à côté. Il faut dire que toutes ces choses font que le Congo va mal. Mais que le Congolais garde espoir, parce que nous espérons que Tshisekedi lui reste 35 mois, et dans 35 mois, nous allons prendre les commandes avec l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabounda. Merci, monsieur Mathieu Louboya. Nous rappelons que vous êtes coordonnateur exécutif national adjoint en charge des questions économiques et financières de la coalition de la gauche. Merci d'avoir été sur ce plateau. C'est moi. Merci. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez aimé cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On va vous retrouver prochainement pour d'autres numéros de Table Ronde. À bientôt.